Le cerveau humain, c'est tout un univers, incroyablement complexe et bien à l'abri dans notre boîte crânienne. Mais alors, comment on fait pour regarder à l'intérieur? Comment les médecins arrivent à voir ce qui s'y passe, à trouver une anomalie, à comprendre une maladie? Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger ensemble au cœur de l'imagerie médicale pour percer quelques-uns des secrets du cerveau. Alors, voilà le programme. D'abord, on va s'intéresser aux malformations, celles qui sont là dès la naissance. Ensuite, on verra ce qui se passe lors d'un traumatisme crânien. Puis, on explorera les accidents vasculaires, quand la circulation du sang a un problème. On enchaînera avec les tumeurs et autres masses qui peuvent se développer. Et pour finir, on regardera comment le cerveau lutte contre les infections. Bon, pour voir à l'intérieur du crâne, on a principalement deux grosses technologies. D'un côté, le scanner, ou TDM. Pensez-y comme le sprinter de l'imagerie. C'est super rapide, ça utilise des rayons X, et c'est le roi pour les urgences, pour voir les os, les fractures, les saignements tout frais. De l'autre côté, on a l'IRM. Lui, c'est plutôt le marathonien. C'est plus lent, ça fonctionne avec des champs magnétiques, mais alors le niveau de détail sur les tissus mous, comme le cerveau lui-même, est juste incomparable. En gros, deux outils, deux philosophies qui sont super complémentaires. Allez, on commence par le commencement, la construction du cerveau en fait. Parfois, dès le départ, pendant le développement, il peut y avoir des anomalies. Prenons un cas assez connu, la malformation de Chiari de type 1. Pour faire simple, c'est quand une partie du cervelet, les amygdales cérébelleuses, descend un peu trop bas dans le canal vertébral. Et pour bien voir ça, l'IRM, c'est vraiment l'examen de choix. Surtout sur une vue de profil, ce qu'on appelle une coupe sagittale en jargon médical. Ça nous donne une image très claire de ce glissement vers le bas. Et attention, ce n'est pas anodin. Pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, il y a ce chiffre. 1/4 des décès chez les nouveau-nés est dû à des malformations congénitales. Ça vous montre à quel point un diagnostic précoce, rendu possible par l'imagerie, peut être absolument vital. On change de décor maintenant, on passe au traumatisme. Quand il y a un choc à la tête, c'est une course contre la montre. Et dans cette course, l'outil numéro 1, celui qu'on utilise en premier, c'est le scanner. Alors là, on a un cas d'école, l'hématome extradural, ou HED. C'est le truc à ne pas manquer. C'est l'urgence neurochirurgicale par excellence. Et comment on le reconnaît? Grâce à sa forme. Ça dessine une lentille biconvexe parfaite. C'est vraiment l'image typique du sang artériel qui s'accumule et qui comprime le cerveau. Cette forme de lentille, c'est la signature visuelle qui fait sonner toutes les alarmes. Et juste à côté, son cousin, qu'il ne faut surtout pas confondre, l'hématome suddural, l'HSD. Lui, c'est une autre histoire. Le sang ne forme pas une lentille, il s'étale, il épouse les contours du cerveau, un peu comme de l'eau qui se répandrait. Et ça lui donne une forme très différente, une forme de croissant. Vous voyez la différence de forme, c'est ce qui change tout pour le diagnostic. Mettons les côte à côte, c'est encore plus parlant. D'un côté, l'extradural avec sa forme de lentille, bien bombée des deux côtés. De l'autre, le sous-dural avec sa forme de croissant de lune qui épouse le cerveau. Vraiment, en urgence traumato, reconnaître ces deux formes, la lentille contre le croissant, c'est l'ABC de l'interprétation d'un scanner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apparence de cet hématome va changer avec le temps. Au début, juste après le choc, le sang est frais, il apparaît très blanc sur le scanner. On dit qu'il est hyper dense. Puis, au fil des jours et des semaines, il vieillit et il devient de plus en plus sombre, jusqu'à devenir noir. On dit alors qu'il est hypodense. Et ça, c'est super utile pour les radiologues, parce que ça leur permet de dater le traumatisme. Ok, on quitte les traumatismes pour s'intéresser maintenant à ce qu'on pourrait appeler la plomberie du cerveau, ses artères, ses veines. Et quand il y a un souci à ce niveau-là, on parle d'accident vasculaire cérébral, le fameux AVC. Et là, il faut bien comprendre un truc. Il n'y a pas un, mais deux grands types d'AVC. La très grande majorité, 80% des cas, ce sont des AVC ischémiques. Ça veut dire qu'une artère est bouchée, le plus souvent par un caillot. Et puis il y a les 20% restants, les AVC hémorragiques. Là au contraire, un vaisseau sanguin se rompt et ça saigne dans le cerveau. Le vrai challenge, c'est de repérer un AVC ischémique au tout début, dans les premières heures, juste avec un scanner. Parce que les signes sont hyper subtils, parfois on peut voir l'artère bouchée qui apparaît un peu plus blanche que les autres, ou alors on a l'impression que la différence entre la matière grise et la matière blanche s'estompe, que ça devient un peu flou. C'est vraiment un œil d'expert qu'il faut, et c'est une course contre la montre. Et c'est là que l'IRM arrive en super-héros. Il y a une séquence en particulier qu'on appelle la séquence de diffusion qui a tout changé. Elle est capable de détecter la zone de l'AVC en quelques minutes à peine. Ça apparaît comme une tache très très blanche, un hypersignal comme on dit. C'est un outil d'une puissance folle pour poser le diagnostic de façon quasi immédiate et avec certitude. Bon, on a vu les chocs, on a vu les vaisseaux. Maintenant, parlons des cas où quelque chose se met à grandir à l'intérieur du crâne. Une masse anormale qui prend de la place, qui pousse les structures du cerveau. C'est ce qu'on appelle un processus expansif intracrânien. Un exemple très visuel de ça, c'est l'hydrocéphalie.
En gros, le liquide qui circule normalement dans le cerveau s'accumule de manière anormale. Les cavités du cerveau, qu'on appelle les ventricules, se mettent à gonfler comme des ballons. Et évidemment, ça fait monter la pression dans la boîte crânienne, ce qui est très dangereux. Là, le scanner ou l'IRM sont cruciaux. Non seulement pour voir que les ventricules sont dilatés, mais surtout pour essayer de comprendre pourquoi. Quand on découvre une tumeur, la toute première question, le premier réflexe du radiologue, c'est « elle est où exactement ?» Est-ce qu'elle est dans le cerveau lui-même? On dit alors qu'elle est intraaxiale, ou est-ce qu'elle est à l'extérieur du tissu cérébral, en se développant par exemple à partir des méninges? On dit alors qu'elle est extraaxiale. Rien que cette information, c'est une étape clé, ça oriente déjà énormément le diagnostic. Allez, dernier chapitre de notre exploration, les infections. On va voir comment le cerveau réagit quand il est attaqué par des microbes, et surtout, comment l'imagerie nous permet de voir les traces de ce combat. Et là, on a une des images les plus emblématiques de la neuroimagerie. C'est ce qu'on voit pour un abcès cérébral. Quand on injecte un produit de contraste, la coque de l'abcès va le capter et s'allumer de façon très intense. Ça donne une image en anneau ou en couronne absolument magnifique et très inquiétante. C'est tellement typique que quand un radiologue voit ça, le diagnostic est quasiment posé. Dans un autre registre, celui des maladies inflammatoires, on a la sclérose en plaques. Pour cette maladie, l'IRM est vraiment l'examen roi. Il permet de voir les lésions caractéristiques, qui sont des petites zones d'inflammation dans la substance blanche. Sur certaines séquences spécifiques, comme la séquence FLAIR, elles apparaissent comme des taches brillantes, souvent de forme ovale. C'est l'IRM qui permet de suivre l'évolution de la maladie. Bon, si on devait résumer ce petit tour d'horizon en quelques images clés, qu'est-ce qu'on retiendrait? Pour un trauma, il faut avoir en tête lentille contre-croissant. Pour les AVC, le chiffre à retenir, 80% sont des artères bouchées. Pour les tumeurs, le réflexe, est-ce que c'est dedans ou dehors? Et enfin, pour les infections, il faut chercher la fameuse couronne de l'abcès. Ce sont des repères visuels vraiment fondamentaux. Finalement, chaque nouvelle image, chaque nouvelle technique nous rapproche un peu plus de la compréhension de cet organe incroyable. La technologie avance à une vitesse folle, les images sont de plus en plus précises. Alors la question qui se pose, et qui est passionnante, c'est quels sont les prochains mystères du cerveau que l'on va pouvoir enfin percer grâce à ces nouvelles façons de voir l'invisible?